Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, on attaque maintenant les pièces légères, donc fou et cavalier, d'un point de vue stratégique. Alors, comme on l'a déjà constaté, le fou et les cavaliers ont à peu près la même valeur. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que la marge de ces deux pièces est complètement différente? Alors, le cavalier est une pièce qui, bien que de façon limitée, joue dans toutes les directions. Donc, son déplacement est relativement faible à chaque coup. Il ne peut pas traverser d'un coup tout l'échiquier. Mais il peut jouer dans tous les sens. Et il a accès à toutes les cases, blanches et noires. De plus, sa marche se distingue fondamentalement des autres pièces. Le cavalier est la seule pièce qui puisse sauter par-dessus ses propres pièces et les pièces adverses. Le fou, par contre, pour aller loin, a une propriété tout à fait particulière. Son champ d'action est limité à la moitié des cases. Ainsi, le fou des cases blanches, des blancs ou des noirs, ne peut exercer son activité pendant toute la partie que sur les cases blanches. Tandis que le fou des cases noires, des deux camps, ne peut se mouvoir que sur les cases noires. Par conséquent, un fou ne peut ni attaquer chez l'adversaire, ni protéger dans son propre camp des pièces ou des pions qui sont placés sur une autre couleur que la sienne. Alors on peut avoir l'impression qu'on se répète de façon superflue de notions tout à fait élémentaires que tout débutant connaît. Mais ce sont précisément ces principes élémentaires qui mènent à des conséquences extrêmement compliquées qu'on va rencontrer constamment. Ici, on va traiter d'abord en détail de chaque pièce légère séparément, puis des principes de leur engagement dans le combat. Donc on va diviser ça en 6 parties. On va d'abord voir le fou et les diagonales ouvertes, puis ce qu'on appelle le bon et le mauvais fou, ensuite le cas des fous de couleurs opposées, puis on parlera du cavalier et de son champ d'action, puis du combat entre le fou et le cavalier, et enfin on traitera du cas particulier de la paire de fous. Alors, dans le fou et les diagonales, alors, la principale condition pour un engagement stratégique total de chaque pièce est sa puissance d'action maximale. Atteindre cette puissance suppose, dans le cas d'un fou, l'obtention de diagonales ouvertes où il puisse tranquillement mettre à profit son large rayon d'action. Déjà des coups de début comme D4 ou E4 ouvrent au fou les diagonales des fous sur le case de départ et qui constituent en quelque sorte les diagonales de sortie. Mais elles ne peuvent assurer une action permanente. Elles sont plutôt les voies des fous pour entrer dans le jeu. La tentative d'exploitation d'un fou mène au combat pour l'ouverture ou l'occupation des diagonales. D'où les fous peuvent alors menacer la position adverse. Alors voici un exemple d'une partie jouée entre Smilov et Darga. C'est à Smilov à jouer. Si les noirs parviennent à exécuter la manœuvre cavalier F6 et cavalier D5, ils seront même nettement mieux. Parce que le fou C3 serait réduit à un rôle très passif. C'est pourquoi Smilov joue à D5, un très bon coup. C'est un sacrifice de pion positionnel très prometteur. Les noirs auraient dû l'accepter par cavalier C5 qui aurait été un très bon coup. Et après dame C4, tour D7. Alors, en réponse, les blancs, avaient préparé la manœuvre suivante. Dame G4, G6, cavalier E5, à nouveau un très bon coup. Tour prend D5, cavalier C6, tour prend D1, échec, tour prend D1, dame C7 et dame F3. À nouveau très très bon. Donc tour C8, cavalier prend E7, échec, dame prend E7 et dame F4. Alors malgré le pion en moins, les blancs sont beaucoup mieux que les noirs, étant donné leur forte position vers le roi noir. Mais, moyennant une défense correcte, les noirs peuvent très certainement se maintenir. Dans la partie, ils ont beaucoup moins bien joué,
on va le voir. On va remettre ça. Donc après D5, ils ont joué E prend D5. Et là, ça c'est une erreur. Tour prend D5, fou F6. Ainsi, les noirs ont opté pour un plan plus simple. Ils veulent échanger le fou C3, de façon à neutraliser ce dangereux fou. Après quoi, la partie serait évidemment nulle. Mais les blancs peuvent l'éviter en exploitant de manière tactique la colonne D. Dame D3, un très bon coup. Et maintenant, si fou prend C3, alors tour prend C3, tour B7, dame D4, dame E7 et tour E3 avec, ou bien cavalier G5 avec un avantage blanc vraiment évident. Dame C8, cavalier G5, et là, ils n'ont pas trop le choix. Fou prend G5, vu l'attaque sur le pion H7. Tour prend G5, F6, tour H5, G6, dame D5, échec, roi G7, tour H3, cavalier C5, et à nouveau un très bon coup, tour E1. Ça empêche la contraction, la contre-attaque, cavalier A4, qui à nouveau essaierait d'échanger ce fou désagréable. Mais ça l'empêche de manière assez spirituelle, parce qu'après cavalier A4, alors fou D2, cette fois-ci, serait très fort. Par exemple, sur roi H8, alors dame E4, ou bien alors sur tour D8, ce serait fou H6, échec, et après roi H8, tour H en E3, avec à nouveau une violente attaque. Donc dame D7 et dame G5. Un très bon coup qui exploite évidemment le pion cloué, roi G8, dame H4, G5, tour G3, cloue l'autre pion, cavalier E6, dame B4, cavalier G7, tour E3, dame D5, dame A3. Alors la position des noirs est très difficile, mais pour l'instant pas directement menacés. Ils arrivent encore à tenir. Et les noirs aimeraient donner un peu plus d'air à leur roi pour qu'il puisse être moins menacé. Et donc ils ont joué H5, mais c'est une erreur, probablement une erreur. Parce qu'en faisant ça, ils affaiblissent encore plus la position du roc protégeant le roi. Et donc plus loin, Smilov va trouver une belle conclusion stratégique. On va voir. H3, tour F7, dame A4, H4, tour D1, dame F5, tour F3, dame G6, tour D6, cavalier H5, dame E8, échec, roi H7, tour D8, dame G7, dame E4, échec, roi A6, dame A8, roi A7, dame E4, échec. Alors, ils étaient arrivés aux 40 coups
Et donc, ils arrivaient aussi à leur temps de réflexion jusqu'au repos de la partie. On remet 30 minutes aux horloges pour les 10 prochains coups, etc. Et donc, lors de cet ajournement, la répétition de coups est une très bonne tactique. Elle permet de ne pas prendre trop de risques ou de faire une grosse erreur avant de pouvoir réfléchir à tête reposée sur la position. Roi H6, Dame A8, Roi H7 et Tour F5. Un très bon coup. Tour D7 et Tour prend G5. À nouveau très très bon. Sans doute inattendu pour les noirs. Dame prend G5. Tour H8, échec. Roi G6. Dame E4, échec. Dame F5. Tour H6, échec. Roi prend H6. Dame prend F5. Et voilà encore une situation où on se retrouve avec une dame contre deux tours que nous avions étudié. Mais à cause de la faiblesse des pions F6 et H4, la position noire est désespérée et les deux tours ne peuvent pas espérer tenir contre cette dame. Tour D1, échec. Roi H2, tour D7. Fou prend F6. Cavalier prend F6. Dame prend F6, échec. Roi H5. Dame F5, échec. Roi H6. Dame F4, échec. Roi G7. Dame G5, échec. Roi F7. Et Dame prend H4. Donc ici, ça sent déjà vraiment le vinaigre pour les noirs, parce qu'ils ont 3 pions de retard, et en plus 3 pions liés et passés. Ils tentèrent encore tour D2, G4, tour E2, Dame H7, échec, Roi E8, Dame G8, échec, et là, ils ont laissé tomber. Voilà, donc ça c'était vraiment un très bel exemple de l'action de ce fou qui a complètement paralysé la position noire, pas paralysé au point qu'il ne savait pas jouer, mais qui leur faisait peser une épée de Damoclès permanente au point de devoir affaiblir leur position jusqu'à la défaite. Voilà, et pour un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.